du temps qui sera alloué au débat. Je vais maintenant donner tout de suite la parole à Monsieur Boucher pour clore cette première table ronde sur les déconvenus de la coopération. Alors sur un sujet qui est assez différent là encore, cette fois-ci nous allons aborder la problématique de la santé. Évidemment, votre sujet est fortement d'actualité et quasiment à double titre. C'est bien sûr en premier lieu la crise sanitaire que nous connaissons, et c'est en second lieu, dans le contexte géographique qui est le nôtre, c'est-à-dire le centre Val-de-Loire, cette problématique de désertification médicale qui touche très fortement un certain nombre de départements de la région, quasiment tous, à vrai dire, à part l'environnement proche de Tours. Donc évidemment, sujet important, sujet qui révèle, je crois, un inventaire à l'après-vert en termes d'acteurs publics, voire privés d'ailleurs, entre les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, les médecins, les maisons de santé pluridisciplinaires, les centres de santé, l'agence régionale de santé, la préfecture, la région, les maires, etc. Un véritable inventaire à l'après-vert, clairement. Et donc l'enjeu, c'est bien sûr l'articulation de tout cela, la coopération peut-être, mais vous allez peut-être nous montrer que cette coopération n'est pas simple, et en tout cas a des résultats plutôt mitigés pour le moment. Je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes. Eh bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Je tiens également à remercier l'ensemble des membres des comités d'organisation et des comités scientifiques pour le bon déroulement de ce colloque. Et je ne cache pas ma joie et mon stress de participer pour la première fois à un colloque. Mais venons-en au sujet, les instruments de la coopération comme vecteur inattendu d'un risque d'inaction en matière de santé. 13, 17, davantage même en réalité. Les instruments ou outils de la coopération n'ont cessé de se démultiplier au cours des dernières décennies. Quand certains ouvrages ou guides spécialisés essayent de tous les recenser, non sans mal et consensus, la majorité des ouvrages généraux se contentent de lister les instruments principaux avant d'évoquer, dans un chapitre général, quelques exemples complémentaires mais non exhaustifs. Avant tout, il convient de préciser davantage le champ de cette intervention. Si la santé est généralement définie par l'OMS comme un état complet de bien-être physique, mental et social, pas uniquement donc l'absence de maladie ou d'infirmité, le terme n'a pas vraiment de définition juridique en droit français. Concept davantage que notion, la santé peut inclure différents enjeux liés au droit de l'environnement ou au droit de l'urbanisme. Cette intervention prendra le choix d'une définition plus restreinte, se rapportant aux aspects sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ensuite, la deuxième définition qu'il convient d'aborder est celle de la coopération. Et si elle est une fois encore difficile à cerner juridiquement, nous pouvons d'ores et déjà constater qu'elle a émergé dans le milieu hospitalier avec la loi Boulin du 31 décembre 1970, afin de réguler à l'époque la concurrence exacerbée entre le milieu hospitalier à travers les structures de santé publiques et les structures de santé privées. La coopération dans le domaine de la santé a ensuite subi un mouvement ininterrompu d'amplification à partir des années 90 notamment, avec 3 lois de 1991, 1996 et 1999, visant par exemple à élargir le cadre en permettant aux établissements de santé de recourir à de nouvelles formes juridiques de coopération, telles que les groupements d'intérêt économique, ou encore à créer via un groupement de coopération sanitaire les modalités d'une coopération entre établissements publics et privés. Aujourd'hui, le contexte déjà rappelé d'inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire rend d'autant plus nécessaire la coopération publique-privée dans les zones peu denses, et il est, contrairement aux années 70, abusif et même inconcevable aujourd'hui d'opposer systématiquement l'intérêt général et les intérêts privés. De plus, les contraintes financières et économiques dans le cadre du New Public Management ou encore les exigences de qualité contribuent au développement de la coopération et à une lente restructuration de l'offre de soins et de la prise en charge sociale et médico-sociale.
Ainsi, si la coopération en matière de santé a déjà beaucoup évolué, continue d'évoluer et constitue aujourd'hui l'un des axes essentiels de la politique de santé du pays, une de ses caractéristiques réside pourtant dans la diversité des formes disponibles pour coopérer et, partant, la nécessité de choisir l'une d'entre elles pour les acteurs de terrain, potentiellement source d'inhibition. En effet, les instruments ou outils de la coopération en matière de santé sont nombreux et peuvent être regroupés en deux catégories, conventionnelles d'un côté et organiques ou institutionnelles d'un autre côté, même s'il convient de préciser que quasiment toute coopération est, indépendamment de la forme juridique finale adoptée, fondée sur un contrat. Par ailleurs, différents acteurs peuvent participer à la coopération, professionnels de santé, établissements de santé, publics comme privés, à but lucratif ou non, voire même collectivités locales. Enfin, la coopération est en principe volontaire et, avant toute autre préoccupation pour ceux qui s'y engagent, un projet commun. Coopération volontaire donc. Multitude d'outils juridiques disponibles pour un nombre conséquent d'acteurs. Tout cela devrait permettre d'avoir une coopération efficace et souple dans le domaine de la santé, permettre de générer des économies, d'augmenter la qualité des services offerts par les professionnels et les établissements de santé, ou encore favoriser l'égalité d'accès aux soins. Pourtant, en pratique, lourdeur et complexité prédominent. Pour Jacques Hardy, auteur d'un ouvrage sur le droit des coopérations sanitaires, sociales et médico-sociales, cela s'explique notamment par la recherche constante d'un équilibre entre deux objectifs a priori difficiles à concilier, respecter l'autonomie des établissements et professionnels de santé d'une part, utiliser la coopération comme outil de régulation, de planification de l'offre de soins d'autre part. Nous nous interrogerons donc sur l'efficacité, ou plutôt sur le risque d'absence d'efficacité de la coopération en matière de santé, pouvant être source d'inaction pour les acteurs, notamment à raison de la complexité de sa mise en œuvre juridique, ou encore des incertitudes quant aux conséquences de cette initiative en matière sociale et fiscale. Pour cela, nous aborderons dans une première partie le risque inattendu d'inaction résultant du nombre conséquent d'instruments permettant cette coopération, ainsi que, dans une seconde partie, le risque relatif à l'instabilité des instruments de la coopération. Tout d'abord, si la coopération en matière de santé est protéiforme par son objet, elle l'est aussi et avant tout par ses incarnations juridiques qui peuvent être conventionnelles ou organiques. De manière classique, pour la coopération par voie conventionnelle, se retrouve concernant les hôpitaux publics, la convention simple, le groupement hospitalier de territoire, le réseau de santé, ou encore, concernant la coopération entre professionnels de santé, les communautés professionnelles et territoriales de santé, et, par exemple, les communautés psychiatriques de territoire. De même, concernant la coopération entre acteurs de santé par voie organique ou institutionnelle, se retrouve par exemple le groupement de coopération sanitaire et son proche cousin, le groupement de coopération sociale et médico-sociale. Toutefois, même si la liste est déjà longue, il ne s'agit bien que d'exemples. En effet, dans son guide de la coopération territoriale de janvier 2011, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux consacrait un tome entier aux formes juridiques de la coopération. L'objectif était d'aider les professionnels de santé à choisir l'instrument, l'outil juridique adapté en fonction de la thématique et ou des acteurs de la coopération. En découle une description de 17 formes juridiques de coopération variées, conventionnelles et organiques, parmi lesquelles figurent notamment les associations, loi de 1901, ou encore les groupements d'employeurs. Aussi, pour chacune de ces formes juridiques, sont abordés différents thèmes. Identification des membres possibles, modalités de création, statut, modalités de fonctionnement, gouvernance et instances, conséquences sur les personnels, régime comptable, régime fiscal, domaine d'activité dans lequel chaque forme de coopération est susceptible d'être mise en œuvre, ce qui fait beaucoup. De plus, même s'il existe des contrats nommés, par exemple dans le Code de l'action sociale et des familles, il existe également nombre de contrats innommés résultant de la liberté contractuelle des différents acteurs. Il résulte de ces différents éléments
que la boîte à outils de la coopération sanitaire, sociale et médico-sociale est très, voire même trop riche. En effet, au-delà des multiples formes juridiques offertes, s'ajoute la multiplicité des régimes juridiques qui en découlent, elle-même source de complexité. Alors que le droit cherche à favoriser la coopération, la pratique montre une inaction inattendue. La complexité des règles telles qu'elles figurent dans les différents textes est intimidante, voire inhibitrice, et rend le choix de la structure pertinente quasi impossible sans service spécialisé sur la question. Parfois, même si l'acteur arrive à se défaire de ce dédale de possibilités, il peut encore être confronté à la complexité juridique d'un dispositif spécifique. Prenons par exemple l'article L312-7 du Code de l'action sociale et des familles qui porte sur la coopération et la coordination des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cet article est inintelligible pour toute personne non spécialisée en la matière. Plusieurs éléments peuvent ici être cités. L'article évoque notamment, mais pas seulement, la coopération via le groupement de coopération sociale ou médico-sociale. Distingue 5 champs d'action pour ce groupement, fait une trentaine de lignes et renvoie lui-même à d'autres articles, eux-mêmes tout aussi longs et inintelligibles. Toutes ces difficultés découlant du nombre conséquent d'instruments permettant une coopération en matière de santé doivent, selon nous, être prises en compte par le législateur qui doit rationaliser les instruments juridiques existants dans une optique d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, notamment pour les différents acteurs. À défaut et dans l'attente, les pouvoirs publics doivent prendre en compte l'état de fait évoqué et favoriser les méthodes alternatives d'accessibilité pour les acteurs afin de rendre la plus effective et efficace possible la coopération. À ce titre, le développement de la pratique des guides en la matière, mis à jour régulièrement évidemment, s'impose aujourd'hui comme une nécessité. Ainsi, si la complexité est pour le moment inhérente aux multiples instruments de coopération en matière de santé, il convient également de s'attarder sur le risque inattendu d'inaction résultant de l'instabilité des instruments de la coopération. Ici, la forme d'instabilité principale concerne les multiples réformes législatives qui tentent d'ailleurs à accréditer l'idée selon laquelle les outils n'ont jamais véritablement été adaptés aux attentes des coopérateurs potentiels. Ne serait-ce qu'entre 1970 et 2013, 9 réformes ont eu lieu avec un mouvement d'accélération dans les années 1990 et ce mouvement ne s'est pas arrêté. Ainsi, par exemple, les syndicats interhospitaliers, créés en 1970, ont été progressivement supplantés par d'autres modes de coopération. Groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale, par exemple. La loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, dite HPST, est ensuite venue confirmer la disparition des syndicats interhospitaliers et créer, en partie pour les remplacer, les communautés hospitalières de territoire, dites CHT. Pourtant, les mécanismes de coopération instaurés par la loi HPST ne sont pas guidés par la simplicité. Cette loi prévoyait notamment que, dans un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur, les syndicats interhospitaliers devraient être transformés sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, soit en CHT, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d'intérêt public. Ainsi, il était possible de transformer un syndicat interhospitalier en CHT. Or, si les syndicats interhospitaliers ont connu une certaine longévité, malgré des réformes et la concurrence de plus en plus grande d'autres outils de coopération, il n'est pas possible d'en dire autant des CHT. Fortement critiqués pour leur aspect volontaire, au régime juridique incertain et n'entraînant pas la création d'une personne morale distincte de ses membres, les CHT se sont vus substitués par la loi du 26 janvier 2016 par les groupements hospitaliers de territoire, dits GHT, dont l'adhésion est devenue obligatoire. Ainsi, si les membres d'un syndicat interhospitalier avaient choisi d'utiliser le délai de 3 ans offert par la loi HPST pour modifier le type de convention les liant, ils auront dû, moins de 4 ans après, substituer une nouvelle forme de coopération avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. L'instabilité est alors conséquente, ce qui peut, une fois encore, entraîner des manques de coopération et inaction pourtant préjudiciables au système de santé. Surtout,
Notons que les GHT, âgés de seulement 5 ans, sont eux aussi soumis à de nombreuses critiques. En effet, ils ne possèdent par exemple toujours pas la personnalité morale et n'incluent pas le secteur privé. Des réformes ne sauraient donc tarder et la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, déjà votée par l'Assemblée nationale en fin d'année dernière, doit en ce sens être citée. Pour conclure, si les instruments ou outils de la coopération peuvent pallier certaines insuffisances de la loi, ils ne peuvent pas la remplacer. Pourtant, en pratique, la coopération dans le domaine de la santé relève souvent du palliatif. Ainsi, alors que le législateur refuse de remettre en cause la libre installation des médecins, il encourage la coopération pour limiter les conséquences de l'inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire. De même, plutôt que de réformer le financement du système public de santé, le législateur promeut la coopération publique-privée. Or, pour exister, la structure coopérative a besoin d'être irriguée par un projet partagé fort, une volonté des acteurs de s'associer solidement et solidairement, qui ne peut pas se limiter à résoudre les carences de l'action de l'État. Dans la structure technocratique, c'est-à-dire coordonnée par les instruments, toute l'énergie est investie dans le travail et la croissance de l'organisation. Aujourd'hui, l'instabilité et la complexité de cette structure rendent le risque d'inaction conséquent, alors même que la coopération régulatrice est censée être la règle. Afin de restreindre cette complexité et d'éviter des concurrences collatérales, une coordination institutionnelle générale me semble aujourd'hui nécessaire, même si la question du coordinateur pertinent renvoie nécessairement à une nouvelle difficulté. L'ARS pourrait jouer ce rôle, notamment sur le fondement de l'article L6131-1 du Code de la santé publique, qui dispose dans son grand 1 que le directeur général de l'Agence régionale de santé coordonne l'évolution du système hospitalier. Cette structure générale de coordination pourrait alors devenir un moyen de communication entre les différents acteurs afin de favoriser le travail en équipe autour d'objectifs communs et précis, ce sans quoi le risque de dérive est extrêmement important. Finalement, notons, comme le soulignait Joanne Saison dans un récent article sur le système de santé à l'épreuve de l'urgence sanitaire, que la crise sanitaire a permis d'accélérer le recours aux outils de coordination et aux modes de coopération des acteurs de santé, dépassant, urgence oblige, les blocages parfois persistants, tout en révélant les marges d'évolution encore possibles, que ce soit au niveau du pilotage du système, comme au niveau de sa mise en œuvre. Il conviendra donc de profiter de cette occasion pour améliorer coopération et coordination en vue d'une meilleure efficacité du système de santé. Je vous remercie.